Aujourd'hui, je vous emmène une journée dans ma vie et dans mon assiette. Il y aura toujours des gens qui vont te faire des réflexions sur ton Pour garder la motivation pendant la guérison. En fait, j'avais peur. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Recolver. C'est un petit projet dont on a pensé il y a vraiment peut-être 3 semaines et on s'est rencontrés il y a pas si longtemps. Mais je pense que nos deux personnalités ont tellement matché. De ouf, genre vraiment on s'est rencontrés mais... Tu sais, il n'y a pas eu ce truc de gêne. Je suis arrivée vers toi et j'ai eu l'impression de te connaître genre déjà depuis un bon moment. Mais de toute façon, je te suivais déjà depuis un moment. Donc je voyais qui t'étais, ton contenu et tout ça. Mais pareil, en vrai, même moi, c'est en fait, t'avais fait un live et je me suis dit, mais on pourrait trop être copines. Tu vois ? C'était le live où tu m'avais laissé un truc en disant on pourrait aller boire un verre. Mais grave. C'était un soir où j'étais toute seule, du coup j'avais lancé un live. Parce que j'étais pas là. Comment combler le manque. Oui, mais c'est vraiment ça. Mais c'est vrai que ça fait pas longtemps qu'on se connaît et tout. Mais en fait, on s'est dit qu'il y avait grave des podcasts et tout, mais des podcasts genre sur les troubles du comportement alimentaire, pas tant. Et du coup, c'est vrai que c'est un podcast qui va être... Enfin, on parle d'un podcast parce que l'idéal, ça serait de le mettre sur les plateformes et tout après. C'est ça. Là, c'est plus genre YouTube pour le moment. Mais du coup, plus basé sur les troubles du comportement alimentaire, sur la guérison, sur la vie après. S'il y a des questions et tout, on pourra grave y répondre. Et voilà. Et Recolver, pourquoi ? Parce que Recover... C'était une bonne idée ce nom. C'est Blandine 80. Moi, j'avais des noms très étranges. Que je vais pas partager parce que c'était très étrange. Non, en vrai, c'était bien aussi. Les premiers noms, c'était quoi ? Ah oui, attends, c'était quoi Frianorexia. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-nous votre avis dans les commentaires pour le référencement. Étant donné qu'on aimerait que ce podcast puisse potentiellement donner des conseils et de l'espoir vis-à-vis de la guérison des troubles alimentaires et tout ça, je vais peut-être pas pouvoir me présenter sans évoquer mon passé avec les TCA. Donc du coup, je m'appelle Lucie, j'ai 18 ans, bientôt 19. Et j'ai souffert de troubles alimentaires à un très jeune âge, donc je suis tombée dans les troubles à environ 9 ans. Donc ça a commencé par de l'hyperphagie suite à la séparation de mes parents. J'essayais un peu de combler un vide en gros. C'était vraiment compliqué, j'ai pris pas mal de poids à cette période-là et du coup ça m'a donné l'idée... Enfin, ça m'a poussée à beaucoup me comparer avec les autres filles de mon âge et tout. Et un jour on a... Même à 9 ans ? Ouais, à fond. Ok, et c'était vraiment en mode sur le corps. Moi je sais que quand j'étais petite, justement, tu sais, début puberté, c'était très les seins. Moi, j'étais vraiment axée ça en mode vraiment, je me souviens, j'avais un carnet. Ouais, je voulais des seins et tu sais, j'avais pas ma puberté arrivait tard, tu vois. Du coup, j'avais un carnet où je notais en mode oui, c'est horrible. Enfin, je sais pas, c'est horrible, mais c'est enfant, tu vois. Mais c'était en mode ouais, elle a un peu de poitrine, elle pas trop. Et du coup, j'essayais de me comparer pour voir si j'étais dans la normalité, tu vois. Ah ouais ? Non, moi, c'était pas du tout les seins. J'étais exclusivement entourée de filles extrêmement fines, grandes, très élancées. Et moi, c'est vrai que je mangeais tellement pour combler mes émotions, genre mes journées alimentaires. Ça avait aucun rythme, genre la cantine, je voyais pas le problème au début. J'avais pas pris conscience que mon rapport à l'alimentation était lié genre à de l'émotionnel et des troubles. Mais genre à la cantine, ce qui est quand même peu commun, c'est que tous les jours je mangeais au moins 5 assiettes. Je me resservais et je m'étais fait copine avec la dame de cantine qui venait me passer les restes qui n'avaient pas été mangés. Donc moi je restais à ma table et elle m'apportait genre les restes de part de pizza et des trucs comme ça. Et c'est un moment où tu te dis, bon, là c'est pas forcément normal. Enfin, et on voyait qu'il y avait un truc. C'est toi qui t'en es rendu compte, même déjà plus jeune ou... Au début, je pense que j'étais dans un total déni, dans le sens où des camarades de classe m'ont parlé, genre à table, ils étaient là, dis donc Lucie, tu manges beaucoup. Ah ouais. Et ce jour-là, je leur avais dit, mais vous allez voir, vous avez même pas encore vu mon goûter. Et j'étais rentrée chez moi et j'ai retrouvé ce snap il y a genre quelques mois. Je leur avais fait un snap à mes camarades de classe, genre on était vraiment en 6ème. Et on voit genre 6 tranches de brioche pleines de Nutella avec un gros bol de lait. Je leur disais, vous voyez, j'ai encore faim, avec un emoji qui rigole. Enfin, je ne mesurais absolument pas le côté peut-être triste de la situation, dans le sens où c'est pas triste du tout d'honorer sa faim, etc. Mais moi, ma faim, elle était liée à genre des traumatismes. Mais du coup, est-ce que tu te sentais mal dans ton corps ? Au début, pas vraiment. J'ai toujours eu ce petit effet de la dysmorphophobie, dans le sens où quand j'étais extrêmement maigre, je me voyais normale. Et puis quand j'ai eu peut-être des périodes où je frôlais le surpoids, même si en soi je me suis jamais considérée comme en surpoids ni quoi que ce soit, je me voyais plus fine que je ne l'étais. Et c'était vraiment plus tard, en regardant les images, que j'ai pris conscience de ma corpulence à ce moment. Genre, c'est drôle. Mais t'avais pas eu de critiques parce que c'est les enfants qui peuvent être... Ah si. Ah ouais, clairement. Non, moi j'ai reçu pas mal de critiques. C'était ça, c'est fou, des petits trucs anodins, donc pas anodins du tout. En fait, moi on me disait que j'ai déjà eu des réflexions du style genre j'étais une baleine. Une fois je me rappelle. Ah ouais, parce que tu sais, je trouve que c'est grave le mythe en mode baleine et tout. Ah ouais, de fou. Et petite anecdote, une fois j'étais en cours et j'avais exactement la même tenue qu'une autre fille, une danseuse classique, genre très fine, bien blonde, magnifique. Et il y avait un garçon qui était venu nous voir en disant, ah il y en a une à qui ça va mieux que l'autre. Et ça m'avait tellement blessée parce que je n'ai même pas eu suffisamment confiance en moi une seule seconde pour me dire que potentiellement il pouvait parler de moi, parce que pour moi c'était sûr que non.
Et c'était pas mal de trucs comme ça. En gros, plein d'éléments Putain, c'est qui horrible. revenaient. Ouais. Un mal-être qui commençait à grandir avec l'apparition du coup des réseaux sociaux. Je m'étais inscrite sur les réseaux. Et mine de Assez rien, jeune, tu vois, du je coup compare. Ouais. Ok. Bah quand même en 6e, 5e, mais au final c'était un peu comme tous les gens de mon âge, tu vois. Ouais. Puis un jour on avait un voyage en fin d'année. Donc un voyage à l'océan. On allait tous se mettre en maillot de bain avec toute ma classe. Et là je me suis dit non c'est pas possible. Il me reste 2 mois, faut que... Et donc là, t'avais toujours 9 ans? Non, c'était à 11 Non, là 12 du ans. coup ça... Ouais. En fait j'ai eu une pas mal grosse période d'alimentation compulsive, en gros un peu style hyperphagie. Il n'y avait aucun moyen de compensation, il n'y avait pas forcément de culpabilité ni rien suite à ça, mais il y avait vraiment un lien émotionnel, tu vois, avec la nourriture. Mais c'était très enfantin, enfin tu C'était très consentais pas enfantin, le truc quoi. Ouais, bah moi pour moi j'étais juste gourmande et c'est à partir du moment où je me suis rendu compte que je me mettais à pleurer lorsque mes parents ne voulaient pas me resservir que je me suis rendu compte qu'il y a un problème. Parce qu'en soi, quelqu'un qui a plus faim, qui a déjà mangé 2 assiettes de pâtes, qu'on lui dit bah non, on va pas te resservir, tu mangeras plus tard. Il n'y a pas forcément de tristesse. Et moi, c'était vraiment genre des pleurs. Ok. Donc bon, on s'est dit, il y a peut-être un truc qui cloche. Mais bref, ensuite, je me suis lancée. Du coup, je me suis lancée. Non. Ensuite, à cause de cette pression... mais dans tous les cas, j'avais un souci avec l'alimentation depuis tellement d'années. Et ça, c'était un peu la suite logique, malheureusement. Et t'as jamais eu de problème autre que ça, dans le sens où... Tu vois, il y en a peut-être quand ils étaient petits. Enfin, je sais qu'il y a la dépression enfantine. Ou, enfin, je sais plus le terme exact. Mais oui, enfin, des choses... tu vois, enfin, tu sais pourquoi ça s'est exprimé à travers l'alimentation, toi direct, ou du coup il y a peut-être un effet plutôt pathologique, enfin génétique, tout ça. Je sais pas qu'il y ait beaucoup ce côté d'héritage ou émotionnel ou j'en sais rien. Par contre, j'ai déjà pu constater que j'ai une personnalité très qui vit beaucoup dans les extrêmes. Moi c'est très tout blanc tout noir, je mange beaucoup, je mange plus du tout. Enfin, par exemple, je suis passée très vite du coup de l'hyperphagie à l'anorexie à un très jeune âge. Donc je dirais que j'ai toujours ce petit côté extrême et également toujours être en quête de plaisir. En fait, je suis une personne qui aime tellement le plaisir dans la vie, dans tous les domaines. Et comme de la l'alimentation c'est le plaisir, ça c'est tourné vers ça. C'est ça. Ok. Je déteste la frustration. Et puis je travaille dessus. T'inquiète, on est ensemble. Mais oui, mais du bien coup, sûr, on en a discuté genre en mode plaisir parce que quand t'es enfant, il y a pas ce côté genre alcool ou plaisir artificiel. Du coup, forcément c'était l'alimentation qui est arrivée. Moi, je trouvais ça génial. Ok. Et du coup, donc ton voyage. Du coup, mon voyage. Parce qu'après, je vais pas que parler de moi. Mais du coup, mon voyage, j'ai sombré dans l'anorexie. Mais non, et de toi aussi. J'ai sombré dans l'anorexie à partir de ce moment-là. Ça a été clairement l'élément déclencheur. Ça a été extrêmement rapide. J'ai pas connu vraiment de phase diminutive, de restriction. Moi, ça a été vraiment du jour au lendemain, très tout ou rien au final. Ce qui a beaucoup alerté mes proches. Donc au final, j'ai été diagnostiquée très tôt parce que ma mère a tout de suite vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai des parents séparés, donc je revenais d'une semaine de vacances avec mon papa. Parce que c'était les vacances avant les grandes vacances d'été, il me semble. Et en fait, elle m'a vue, elle m'a dit, au moment où j'ai croisé son regard, j'ai senti que c'était plus ma fille. Enfin, c'est vraiment une image, tu vois. Mais je pense qu'on a un lien très, très fort avec ma maman. Et en fait, là, à partir de ce moment-là, ma vie a été rythmée jusqu'à mes environ 17 ans et demi, 18 ans, par les troubles alimentaires, donc extrêmement restrictifs. Bon, bref, après, j'ai un parcours dont je parle et dont on va sûrement parler dans plein d'autres épisodes. Mais voilà, en gros, un peu mon parcours dans les troubles. Ok, alors moi pour le coup c'est venu beaucoup plus tard, c'est venu vers mes 16 ans. C'était pendant le confinement, déjà je me sentais assez mal dans mon corps, c'est-à-dire que j'ai toujours critiqué mes cuisses. Genre je les trouvais toujours trop grosses, je me souviens que je disais ça à tous mes amis et tout le monde me disait mais Blandine genre y a pas de problème tu vois. Et moi vraiment... C'était ta fixette. Ouais c'était ma fixette. Et mais tu sais, pareil je suis une personne très gourmande depuis que je suis toute petite genre et donc en fait ça m'a jamais vraiment posé de problème. Et pendant le confinement tu sais on me faisait rien et tout. Et moi je suis tombée sur les vidéos de Chloé Ting, je sais pas si tu vois. Tu vois ou pas? J'ai entendu parler du phénomène Chloé. Mais grave, et j'avais pas conscience que c'était un phénomène, mais du coup ça a touché plusieurs personnes. Et donc tu sais très pilate, on module son corps. Ouais. Et en fait à ce moment-là j'étais dans une relation avec un garçon, c'était la première fois, genre c'était vraiment le premier truc où je me suis dit vas-y genre en mode je me mets en couple parce que c'est quelque chose qui me faisait vraiment peur. Et bon cette personne je la connaissais mais pas plus que ça. Et en fait il y avait une pression énorme sur le fait d'avoir des relations sexuelles. Okay. Sauf que moi à 16 ans j'étais un peu innocente, enfin c'était pas vraiment la vibe tu vois. Même si c'est vrai que à Clermont là où j'habitais c'était quelque chose qui c'est de très commun tu vois, genre le faire jeune 16 ans limite c'était pas tard mais presque tu vois. Et du coup c'est vrai qu'il y avait toute cette pression etc. Et du coup pendant le confinement moi je me suis dit vas-y je suis pas très à l'aise dans mon corps, j'ai envie d'être belle tu vois, pour lui, pour moi, enfin voilà. Je t'ai dit que ça passerait par changement corporel de ouf, donc je me suis dit je vais me muscler et tout, j'étais trop contente de voir mes petits abdos apparaître et tout, mais quand même, voilà, je pense que quand tu sais, tu t'ennuies, tu manges un peu, enfin voilà, bref. Et du coup, j'étais toujours pas satisfaite. Au final, donc le confinement, il s'arrête vers mai-juin, et en septembre, moi, je déménage à Lyon, du coup, avec ma maman. Et moi, j'étais très contente de ce changement et tout. On arrive, et
bah, comme c'est la suite du confinement, j'arrive déjà dans un lycée public à Lyon, donc dans une grande ville, et moi je viens vraiment d'un petit lycée privé à Clermont. Bah ouais, tu passes un peu de la campagne à la ville, quoi. Ouais, en gros. Même si Clermont, c'est pas la campagne, attention. mais ouais, en fait, c'est genre, tu sais, je passe d'un truc où je sors tout le temps, je connais beaucoup de monde quand même, à un truc où en fait, t'es personne. Et bah, tu sais, ça fait un peu mal aussi, un peu à l'ego, je pense. Et donc, confinement, c'est une semaine cours, une semaine à la maison, et en demi-classe. Donc en fait, pour l'intégration, c'est nul. Voilà, c'est pas fou. Surtout que j'imagine que tout le monde se connaissait genre déjà de base un d'avant. Peu. Ouais, un peu en plus parce que du coup j'étais dans la classe P-théâtre, du coup tu sais c'était très pas communautaire en vrai, mais voilà, tout le monde se connaissait et tout. Et en plus du coup au début de l'année, j'ai eu des petits problèmes, genre j'ai eu une petite embrouille avec des gens et tout, donc ça m'a grave ouais, ça m'a un peu... Du coup, je me suis sentie très seule. Et pareil, j'ai comblé dans l'alimentation. Et en fait, le truc, c'est que au début, moi, j'en avais pas conscience. Pour moi, c'était je me fais juste plaisir. Enfin, en fait, de base, je voulais me reprendre en main parce que, pareil, toujours ce truc de oui, mon corps me satisfait pas. Donc, j'ai commencé le jeûne intermittent. Pire erreur, vraiment. Enfin, moi, je conseille pas du tout parce qu'en plus... quand je me réveille, j'ai faim. Donc, tu vois, c'est pas en mode adapté à mon rythme de vie parce que, genre, juste, je me privais, quoi. Et du coup, bref, voilà. Donc, j'étais dans ce truc de remise en forme. Ouais, c'est toujours cette mode de limite se purifier. Enfin, il y a tout un truc autour de ça, alors que clairement, le corps le fait seul, tu vois. Mais base. Grave. Genre en mode. Ton corps, il sait quand il doit manger ou quand il doit pas manger. Et donc voilà. Et sauf que du coup, comme je mangeais pas beaucoup, la restriction amène les compulsions. Ah, mais clairement. Et donc, forcément, comme je me privais, des fois, je me disais, bon, allez, là, genre, je vais pas bien. Je me fais juste plaisir. Et sauf que c'était pas juste me faire plaisir. C'est-à-dire que j'ai vraiment cette image de moi où vraiment je suis dans mon lit et j'ai un pot de crème glacée à la fraise. Et je le mange, mais tu sais, j'ai même plus faim et j'ai mal au ventre et tout. Et je pense que j'avais dû manger. Est-ce que tu sentais le goût, genre dans ces moments-là? Enfin, au début peut-être, mais ensuite. Je t'avoue, je sais pas. Pourquoi toi, c'est un truc, t'oubliais le goût limite? Bah, en fait, j'ai constaté, genre l'autre fois en me posant, que lors des crises de boulimie, je ne ressentais aucun goût. Enfin, limite, je pouvais manger exactement le même plat qui, je savais, n'allait pas être compensé. Et ça n'avait pas du tout la même saveur. Ah, c'est fou. Mais je pense pas que j'ai eu ça, tu vois. Ouais. C'était pour savoir parce que j'avais fait ma petite enquête. Et c'était vraiment du coup le truc en mode il faut combler, Moi je pense qu'il y avait quand même ce truc très plaisir où fallait que. Mais du coup, forcément, c'était tout ce que j'aimais, donc tout ce qui était chocolat, gâteau, glace, tu vois. Forcément, ça y passe, tu vois. Mais je me souviens par contre d'un moment où peut-être il y avait ce truc de. Il y avait plus rien et j'étais putain, il reste du riz froid. Et genre, j'ai mangé du riz froid, tu vois. Alors que enfin, tu vois, ça avait pas de sens, tu vois. Ça a jamais trop de sens. Donc, justement, quand je finis ce pot de crème glacée et tout, je me sens hyper coupable. Et puis, je sais pas, je me dis, vas-y, je vais regarder sur internet, est-ce que c'est normal et tout. Et là, je tombe sur le mot genre boulimie, enfin hyperphagie, boulimie. Je me dis, non, c'est pas possible, genre c'est pas moi. Enfin, c'était moi, mais je voulais pas, tu vois. Et là, je commence à pleurer et tout parce qu'au fond, je le savais, tu vois. Et en fait, à partir du moment où je l'ai su, limite, c'est devenu encore plus grave parce que je me suis dit, faut pas que les gens ils savent que genre j'ai ça, genre c'est la honte, tu vois. Et du coup, je le cachais et tout de ouf. Et en fait, Tu le cachais comment? Enfin, tes proches s'en rendaient. Enfin, genre au moment des repas, tes proches s'en rendaient pas compte de tes comportements alimentaires? Non. T'as pas l'habitude. Enfin, d'ailleurs, question. Toi, t'as grandi en mangeant avec tes parents, genre à table, les repas un peu rituels, etc. Ou vraiment très seul, chacun mange quand il a faim, il se fait ce qu'il veut, etc. Non, moi c'était vraiment repas, j'ai vraiment souvenir de repas familial et tout. Toi, c'était comment? Moi, les repas, ça a toujours été un truc assez ritualisé. Enfin, mon papa, il avait une petite cloche qu'il a ramenée du Japon et il sonne quand on doit manger. Oh non, meuf, c'est la première fois que j'en fais. Mais oui, tu sais, ça fait très bobo. Mais ça fait très bobo, c'est très drôle, je me moque un peu de lui. Ah, trop drôle. Et il passe comme ça, et quand on voulait pas, il nous la faisait dans les oreilles, là, c'était hyper chiant. Mais en gros, c'est toujours été quelque chose d'assez. Enfin, on a toujours mangé en famille, je n'ai jamais mangé seule, enfin, en tout cas, sous le toit de mes parents quand ils étaient là, tu vois. À part, oui, s'ils étaient absents, tu faisais à manger, mais tu vois, ça, parfois j'ai discuté avec des amis et tout, elles m'ont dit, elles n'ont jamais mangé, genre, enfin, à moins quand elles étaient vraiment petites, etc. Elles ont toujours eu l'habitude de manger seules, faire des repas seules, et je trouvais ça vraiment différent, tu vois. J'aurais même pas pensé qu'on puisse vivre ainsi dans les schémas familiales. Parce que tu sais, on dit que l'alimentation c'est un peu quelque chose qui rassemble aussi. Ah, mais clairement. Et donc c'est vraiment l'image que j'ai, même tu sais, genre les petits dimanches avec le poulet du marché, tu vois ce que je veux dire? Toi aussi. Ouais, mais meuf, on a la même vie. Tu sais que tous les week-ends, c'est marché, poulet, patates, tapenade et pâtes de fruits. Et on ramène tout ça et on mange ça le week-end. C'est trop mignon. Le rituel. Ouais, grave. Du coup, là, quand tu rentres, c'est toujours ça? Oui. Oh non, c'est trop chou. Moi, c'était plus quand j'étais petite, du coup, quand on était tous ensemble. Mais plus maintenant. Maintenant, je sais que, tu vois, ma belle-mère, elle, son rituel, c'est la pâtisserie le dimanche. Du coup, tous les dimanches midi, quand je mange avec mon papa et tout, c'est la pâtisserie, quoi. C'est trop chou d'avoir des petits rituels comme ça. Mais c'est fou, je crois pas avoir trop d'amis.
Moi si, il y en avait pas mal quand même. Ah ouais? Ok. Mais c'est justement pour ça, est-ce qu'ils se rendaient compte? Est-ce qu'ils s'en sont vite rendus compte de ta descente entre guillemets dans les troubles? Même pas entre guillemets, clairement. Alors, pour l'hyperphagie boulimie, pas du tout. Honnêtement, et en vrai, même si on dit oui, tous les troubles sont importants et c'est vrai, bien sûr, je sais que les gens ont beaucoup moins fait attention quand je faisais la boulimie hyperphagie que quand je faisais l'anorexie. Mais après, peut-être parce que les comportements sont différents, quand tu fais des crises, tu le montres pas. Enfin, j'étais très seule, ma mère était pas tant là parce qu'elle avait repris ses études, enfin voilà. Et je lui en veux pas du tout pour ça, mais voilà, c'est un fait. Et du coup, je pense qu'elle voyait pas trop. Et tu vois, à table, je sais pas, honnêtement, j'ai plus trop de souvenirs vraiment de mon alimentation, pendant les repas, tu vois, à ce moment-là. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, c'est vrai que j'ai pris un peu de poids quand même, je me sens un peu complexée, j'ai eu des remarques aussi, plutôt du côté de ma famille, des remarques qui font un peu mal. Et en fait, pendant l'été, pareil, il s'est passé un truc... un élément déclencheur, et là du jour au lendemain, boum, ça, comme toi, tu vois, c'était pas diminutif, ça a été genre en mode... Du jour au lendemain, du jour au lendemain, c'est le mindset qui a changé, quoi. Un truc de ouf. Vraiment, Je pense que c'était peut-être lié à l'appréhension des plages. Non. Est-ce que t'as toujours été quelqu'un... Enfin, t'as parlé des cuisses. Ouais. Mais est-ce que t'as toujours angoissé du fait de te mettre en maillot de bain? Enfin, qu'importe ton poids. Alors, après le confinement, oui. D'accord. Mais avant ça, mais pas du tout. Avant, pas du tout. Moi, je m'habillais pas du tout en fonction de mon corps, tu vois. Moi, j'étais vraiment là en mode, j'adore, je mets, tu vois. Et donc, et même, je me souviens très bien quand j'étais petite, marcher dans la rue, et je marchais avec mon papa, et il y avait une fille anorexique devant nous, et je sais pas, mon père fait un commentaire, tu vois, en mode... Et je me souviens de me dire, mais comment on peut en arriver... Enfin, tu vois, toi aussi, Je vois tellement. Tu sais que je pense qu'un an avant que je sombe dans l'anorexie, on avait eu cette discussion avec ma nounou. Et j'avais fait quoi? Mais elle mange qu'une pomme par jour. Ça, c'est un gros cliché. Et j'avais fait, mais comment elles font? Moi, je pourrais jamais. J'aime trop manger. Et je me rappelle vraiment de ces mots. Enfin, je me rappelle de la scène, de comment j'étais habillée, de l'endroit où on était. Tellement ça m'a marqué. Et je me suis dit, mais en fait, ça peut arriver à tout le monde. Et j'avais eu cette discussion avec un de mes psychiatres, et il m'avait dit que les troubles alimentaires et cette conduite extrêmement restrictive peut vite devenir addictive pour n'importe qui. Même les gens qui n'ont jamais eu de soucis avec l'alimentation, il leur a suffi par exemple une opération qui les a ensuite privés de certains aliments. Ils ont constaté un changement corporel, et leur cerveau switch en mode addiction. Et en fait, clairement, les troubles alimentaires peuvent arriver à tout le monde. Et c'est pas un choix. Non, bien sûr. Non, mais c'est fou. Et je rebondis sur un truc parce que tout à l'heure, j'ai regardé une émission Légende, tu sais, avec Guillaume Play, je sais pas si tu vois. Un peu problématique. Oui, d'ailleurs. Mais moi aussi, j'ai toujours regardé. Mais ça m'a étonnée du coup de voir ça. Je connaissais pas du tout son passé. Oui, moi non plus. Moi j'avais vraiment l'image In the Boîte, je sais pas si tu vois. C'est lui? Mais meuf, oui, c'est lui. Mais oui, c'est lui. Tu l'as pas reconnu? Non, pas du tout. Moi, ça a bercé mon enfance. J'étais là, papa, viens, on fait une The Boîte. Il m'a fait non. J'étais là, ok. mais oui, c'est lui. Mais du coup, quand j'ai vu le truc problématique, bah voilà. Mais bon, et tout le monde me parle des émissions Légendes et tout, et on m'a conseillé de regarder celui sur le médecin légiste, justement. Ah, ça, j'adore. Tu l'as vu? J'ai tout vu. Ok, et bah. Un moment, il parle des addictions, tu sais, de l'alcoolisme. Et c'est vrai que t'as raison, en vrai, tous les troubles, la maladie mentale est une addiction, en fait, parce que c'est pour ça que c'est dur de s'en sortir. Clairement. Et justement, il faisait le parallèle que, en mode, tu vois, par exemple, ceux qui sont alcooliques, du coup, tu peux les emmener en cure, mais il y a une grande question de volonté. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a un peu ce truc, enfin, tu me dis si t'es d'accord ou pas, un peu de tabou de, tu sais, quand tu souffres de dépression, de maladie mentale, en fait, ce truc de, tu sais, souvent les gens ils disent oui, mais c'est une question de volonté. Et les gens le prennent mal, mais c'est pas qu'une question de volonté, sinon ça se saurait. Et en fait, d'un côté, je pense que je suis un peu d'accord en mode, oui, moi je sais que si mon père avait pas pris le contrôle sur mon alimentation, si j'avais pas eu les professionnels pour m'entourer, bien sûr que j'aurais pas guéri, et je pense que c'est hyper important de bien s'entourer. Maintenant, quand mon père a pris la main sur mon alimentation, le midi, tu vois, par exemple, j'allais manger au Crous avec mes amis. Si j'avais pas eu la volonté réelle de guérir et de mettre tout en place, j'aurais pu rester dans mon trouble encore longtemps. Et donc je pense que quand même cette question de volonté qui est, pour être plus puissante que la maladie, c'est un vrai fait, tu vois. Que si tu veux t'en sortir, il faut le choisir. Et il y a cette question de volonté, qu'on le veuille ou non, tu vois. Ouais. C'est toujours délicat de parler de ce genre de sujet parce que c'est vrai que ça peut extrêmement mal interpréter, tu vois. Clairement. Sachant qu'on l'a vécu nous-mêmes, donc en soi on sait de quoi on parle. De ouf. Mais je pars du principe que, pareil que toi, vraiment ma mère, en fait moi ce qui m'a vraiment aidée, ça a été d'être boostée par mon entourage et ensuite de me faire bataille. Enfin en fait, je trouverais que de dire que ça, c'est pas une question de volonté, ça illégitime toute la volonté dont j'ai dû faire preuve pour m'en sortir, tu vois. Parce que moi, clairement, je repoussais pendant des années ce moment où j'allais lâcher prise, entre guillemets, tellement c'était difficile, mais
Enfin, pour moi, j'étais persuadée que un jour j'allais guérir comme par magie. Je m'étais dit à mes 18 ans. Bon, au final, ça s'est fait à mes 18 ans, c'est le cas. Mais c'était pas par magie, hein, c'est sûr. Et je pense que vraiment, c'est. Par exemple, il y a plein de gens qui nous disent mais comment t'as eu le déclic ? Le déclic, on le déclenche. Le déclic, Tu trouves qu'il y a un déclic, toi ? Non, pas du tout. Ouais, ok. Enfin, justement, le déclic, il va pas venir tout seul et il y a même pas de déclic tout court en fait. Ouais, pour moi, c'est plein de petites choses qui font que. Plein voilà. de prises de conscience. Je pense que c'est même plein de petites victoires qui font que petit à petit tu reprends confiance en toi et genre tu cesses de t'apaiser face à la culpabilité en écoutant la maladie. Genre plutôt que de te restreindre pour du coup rester dans la maladie parce que t'as mangé un truc de plus que d'habitude, tu continues de manger sans prendre sans prendre conscience de ce que te dit la maladie en gros. Et petit à petit, du coup, elle se rend compte que genre, ses paroles n'ont plus de valeur et ça diminue de fou. Et c'est comme ça que tu t'en sors petit à petit. Grave, mais je sais pas toi, mais moi j'ai eu quand même une grosse période de semi-guérison. Dans le sens où Totalement. J'avais envie de guérir, donc il y a cette question de volonté. Mais j'étais, au fond, j'avais pas... En fait, je pense qu'il y avait... Tu vois, c'est j'ai envie, mais j'ai pas envie. Et c'est au moment où, genre, tu sais, où t'es poussé aussi par les autres. Par les proches, par les événements de la vie où tu commences à faire plein d'autres choses autres. Tu te dis que mais en fait ton trouble n'a plus de place. On n'a plus de place dans ton quotidien. Toi, c'est quoi une des prises de conscience qui t'a le plus marqué, qui t'a motivé, tu vois, à guérir ? Je dirais que moi, quand même, ma guérison s'est fait assez rapide. Enfin, en fait, j'ai vraiment été malade pendant 10 ans d'anorexie pratiquement. En vrai, c'est fou. Pas autant, enfin 8 ans. Enfin, des troubles alimentaires, clairement, moi j'ai envie de dire 10 ans. Enfin, en gros, voilà. Mais tu sais que c'est fou parce qu'on dit que plus c'est là, plus c'est dur d'en guérir. Et franchement, enfin, t'as une guérison... Très rapide. Oui, peut-être, mais genre hyper... Enfin, c'est fou, tu vois. Moi, je te trouve extrêmement forte par rapport à ça. C'est gentil. Non, mais c'est vrai. Merci beaucoup. Mais toi aussi. Mais oui, mais tu sais, moi, c'était moins longtemps, donc on va dire que c'est moins ancré dans le cerveau. Enfin, c'est ce que disent les médecins, en tout cas. Oui, c'est vrai que moi, les médecins m'ont énormément répété, vous, ça fait plus de 5 ans, ça va être chronique, vous allez en souffrir toute votre vie, etc. Et un jour, j'ai eu ce... C'est peut-être presque venu d'un petit côté, moi... fierté. Genre, ok, mais vas-y. Pour prouver que je vais m'en sortir, tu vois. Ouais, ok. Mais oui, en fait, on m'a toujours condamnée, entre guillemets, du coup, à être malade toute ma vie. Ouais. Et un jour, c'était mon petit déclic, je crois qu'il a été déclenché par un truc tout bête. Enfin, en fait, non, même pas tout bête, en fait. Non. Donc moi, de base, j'étais hospitalisée en clinique et c'était pas du tout adapté. Okay. Pour moi, je sais que ça peut être super adapté pour plein de personnes, les hospitalisations. Moi, je sais que j'ai vraiment ce besoin de liens familiaux, etc., qui me pousse vers le haut, qui me donne envie de vivre, qui me fait rire, qui me change les idées, tu vois. Donc ça me convenait pas du tout et au contraire, j'avais l'impression de me laisser carrément mourir dans cette structure. Donc ma mère m'a... Mais je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Plein de personnes. J'en parle avec tellement de personnes. Moi, je sais que, justement, pardon, je te coupe dans ton histoire, mais pareil, en fait, moi, je suis arrivée à un point et un poids, du coup, aussi, où ma diététicienne, elle m'a dit, là, c'est l'hospitalisation complète, et je lui dis non. Genre, non, parce que j'ai tellement travaillé pour être dans mon école de commerce, pour en être là dans ma vie, que je veux pas mettre ma vie de côté pendant 2-3 mois et de plus voir personne, ni ma famille et tout. Je me suis dit, c'est pas possible. Et donc, c'est à ce moment-là, elle m'a dit, ok, dans ce cas-là, c'est ton père qui prend la main. Donc, en gros, c'est comme... donc c'est comme une hospitalisation, entre guillemets, dans le sens où c'est quelqu'un d'autre qui contrôle ton alimentation. Mais du coup, il y avait ce côté plus liberté, tu vois. Et je sais que... Je pense que ça, c'est bien qu'on en parle. Ouais. Parce qu'il y a plein de personnes qui sont désespérées, qui me disent qu'elles sont en hôpital, que ça se passe hyper mal et que leurs parents veulent pas les reprendre chez eux. On a constaté toutes les deux que, au fur et à mesure de discussion, que donc la structure hospitalière se ressent un peu démunie parce que déjà il y a de plus en plus de cas d'anorexie, même de troubles alimentaires tout court, et donc ils savent plus vraiment quoi faire. Leur rôle de médecin, ça va être clairement de sauver la vie, déjà, en premier lieu. Donc, ils vont vite avoir ce réflexe de renutrir la personne, ce qui est au final bon, parce que la première étape de la guérison, clairement, c'est de se renutrir, parce que sinon, t'as pas suffisamment de cerveau pour battre la maladie. Tu n'as plus de cerveau. Ouais, non, mais clairement, c'est ça. Hein. Mais oui, ma diététicienne, elle m'avait dit ça. Comme ça, tu vois. Ouais, clairement. Mais ma diététicienne, elle m'avait dit que c'était important de se renutrir pour aussi guérir en mode le mental, tu vois. Ça, je l'ai constaté sur le moment, tu vois. Donc, ce qu'on constate au final, c'est qu'il y a un énorme taux de rechute pour les hospitalisations forcées ou les renutritions forcées. Parce qu'au final, on arrive, on se fait mettre une sonde, un peu contre notre gré, même si en soi on l'accepte parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas vraiment le choix et que ça va nous sauver la vie. Et au final, à partir du moment où notre corps est plus en santé, les médecins qui s'y connaissent pas suffisamment sur les troubles vont libérer les patients, c'est un peu bizarre de dire comme ça, et du coup ils se retrouvent chez eux et au final tous les mécanismes n'ont pas du tout été guéris, n'ont pas du tout été traités et la guérison et la prise de poids n'a pas été voulue non plus, ni déclenchée par la personne. Donc juste là que ça rechute. Parce que souvent, globalement, ça touche quand même des personnes plutôt mineures, enfin ça touche bien sûr des personnes majeures, etc. Mineur, mais globalement, les gens qui se retrouvent en hospice, c'est pas forcément un choix. Donc clairement. Du coup, en fait, oui, tu reprends du poids physiquement, donc les gens pensent que t'es guéri physiquement,
physiquement, mais en fait mentalement pas du tout, et du coup tu retournes chez toi. Et en fait il y a beaucoup de gens qui sont en hospice et qui se disent ok, je vais reprendre du poids, et une fois que je serai chez moi c'est bon, je vais pouvoir Je m'étais dit ça. Ah ouais, j'avais dit okay. Et je faisais croire à tout le monde, tu vois. Je m'étais dit vous en faites pas, je vais reprendre tout ce poids, comme ça je vais pouvoir sortir. Et au final, j'avais qu'une idée en tête, c'était de retourner à la maison. Bah, c'est justement ça. Ouais. Tu vois, moi j'ai dit que ça me convenait pas, que je me laissais mourir à l'hôpital, ce qui était le cas, parce qu'au final, mon état s'est carrément dégradé en clinique, alors que c'était censé me sauver la vie. Donc ma mère, contre avis médical, m'a sortie de clinique et on a fait un pacte. En gros, je mets ma guérison entre tes mains, je respecterai tes portions, je mangerai tout ce que tu veux. Mais au final, dans ma tête, j'étais tellement enthousiaste de rentrer à la maison, je l'ai compris plus tard, parce que je savais que j'allais pouvoir reprendre le contrôle, remettre mes règles en place. Et là, alors là, j'étais devenue une magicienne. Ça partait de partout, dans les poches, les placards. Et heureusement, j'ai une mère qui a fait don de sa vie pendant clairement un long moment pour me guérir. Donc, c'est-à-dire qu'elle a arrêté de travailler, qu'elle était 24 heures sur 24 avec moi au moment du repas, ce qui m'a été d'une aide extrêmement précieuse. On avait instauré un truc qui s'appelait la fouille. Donc, en gros, après les repas, elle me fouillait parce que au début, j'étais vraiment contre et c'était elle qui me l'imposait parce qu'elle savait que sinon je trichais ou je cachais des trucs. Et à la fin, tu sais, quand j'avais changé un peu, switché de mental, où je me disais j'ai vraiment envie de guérir, c'était limite moi qui lui demandais de me protéger contre moi-même, tu vois. Ah ouais, ok. Comme si je lui disais fouille-moi, vas-y, regarde un peu la poche arrière là, il y a un truc, je crois. Ok. Tu vois, j'avais vraiment eu petit à petit cette envie de m'en sortir. Et ça, c'est génial. Enfin, je pense que tu l'as vécu aussi. Mais c'est cool parce que c'est un peu. C'était pas comme un jeu, mais tu vois, le fait de faire des petits rituels. Mais oui, mais de mettre des petits rituels, c'est plus ça en mode. Tu sais, genre. Pas jeu vidéo, mais tu vois ce que je veux dire, en mode, comme s'il y avait des niveaux en mode. C'était rassurant aussi. Ouais, c'est ça. Ça fait des petits rituels et du coup, t'es très ritualisé. Tu prends le jeu, oui, carrément. Toi, est-ce que t'avais des rituels genre dans ta guérison, pas dans la maladie, parce qu'on va pas vous donner des idées, ça sert à rien. Non, vraiment, justement, c'est ce qu'on voulait se dire. Enfin, c'est qu'il y a beaucoup de comptes sur les réseaux sociaux, sur les troubles du comportement alimentaire, qui parlent beaucoup de poids ou de ce qu'ils font, de leur comportement, qui se filment aussi. Et en fait, c'est hyper contre-productif parce qu'on le sait, parce qu'on est passé par là, c'est hyper compétitif comme maladie. Et en fait, même si on pourrait témoigner, ça pourrait donner des idées à des gens et c'est vraiment pas le but. Genre, nous, on est là pour encourager la guérison. Pour booster, on va vous donner nos petits rituels de guérison parce que ça, c'est sain. Alors, il faudrait que je m'en souvienne, il faudrait que je réfléchisse parce que là, comme ça me vient pas. Moi, j'ai vraiment juste l'image de quand je guéris, enfin, quand j'ai guéri. Je me souviens qu'au début, c'était quand même très compliqué quand mon père alors, et c'est très drôle parce que tu dis que ta mère, tu sais, elle mangeait pareil que toi. Et bah mon père, c'était pareil, tu sais, il y avait le nombre de cuillères, de machin et trucs. Et du coup, on comptait tous ensemble, tu vois. Toi aussi, c'était le nombre de cuillères. Bah ouais. Mais c'est progressif. Parce que souvent, il y en a qui vont passer par le mécanisme poids ou genre peser. Ouais, et après, ça reste quoi. C'est ça. Alors que moi, c'était les cuillères à soupe que ma maman me faisait au début. On voyait l'évolution. Je pense que tu l'as vécu aussi. Au début, j'étais là. Je la voyais faire, je tremblais, je paniquais. Genre, dès qu'elle avait le dos tourné, je faisais comme ça avec ma main. Genre, je foutais des pattes sur la table. Non, mais là c'est une grosse cuillère et tout. Alors que... Ah, toi aussi refais-la, s'il te plaît, devant moi. Est-ce que quand il la faisait derrière ton dos, tu paniquais? Moi, je regardais. Ah, mais moi aussi, c'était comme ça. Moi aussi, tu sais, quand il faisait à manger, je me souviens, je pétais des câbles. J'étais genre, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais? Ouais, pour rebondir sur l'hospitalisation. En soi, je trouve que l'hospitalisation, l'idée en tant que telle, est géniale. Parce qu'en vrai, quand tu souffres d'un trouble du comportement alimentaire, t'as besoin d'aide, mais tout le temps. Parce que je me souviens, pendant ma guérison, tu sais, il y a des moments où tu paniques, tu sais pas vers qui te tourner. Tes proches, quand ils le vivent pas, c'est dur de réagir pour eux. T'as besoin d'être rassuré par une diététicienne, par ta psychologue, mais c'est des personnes qui ont une vie lambda et qui peuvent pas être tout le temps là pour toi. Donc c'est pour ça que l'hospitalisation, l'idée est super, mais je trouve que les moyens utilisés aujourd'hui sont pas fous. Et moi, je sais que j'ai une mauvaise expérience avec l'hôpital. Il y a un hôpital hyper réputé à Lyon. J'ai fait de l'hôpital de jour, où c'était plus des parler en groupe, manger tous ensemble, etc. Et c'était tous les jours de la semaine ou c'était C'était globalement... J'ai jamais fait ça. Enfin, je rêvais, je demandais d'en faire et ils me disaient non, toi tu restes dormir. Ouais, j'ai pas eu le droit. C'est horrible. Oui, c'est méchant. Ok. Genre, tu restes dormir parce que t'es trop faible? Non, même pas. Ok. On m'a jamais proposé l'hôpital de jour alors que je voyais plein de gens qui le faisaient. En plus, si t'avais envie de le faire. Ouais, mais je crois que moi c'était encore pour qu'on arrête de m'imposer des trucs. C'était peut-être une volonté de reprendre le contrôle et ils ont dû le sentir aussi. Ok, ils ont fait non. J'ai vraiment ce souvenir, du coup, il y avait le psychiatre un peu genre chef, tu vois, et après t'avais des rendez-vous avec un psychiatre et j'avais vraiment ce souvenir de genre arriver du coup au psychiatre et tu sais je lui disais des trucs, il tapait comme ça sur son ordi genre il tapait sur un tu sais il me disait bon alors tu vas bien, oui, ok, et tu sais il tapait et à la fin je me souviens après avoir passé je sais pas genre 1 heure avec lui il me dit bon alors c'est quoi ton prénom déjà, et j'étais là, c'est horrible parce qu'en plus ça s'enchaînait, du coup t'as juste l'impression d'être un
quelqu'un parmi tant d'autres, et oui, certes, ils reçoivent tellement de personnes que bah, c'est un peu le cas, mais du coup, c'est hyper dépersonnalisant, et enfin, du coup, ouais, j'ai vraiment pas eu une bonne expérience par rapport à ça. Ouais. Et en fait, avec du recul, je me dis, c'est vrai que si t'as pas vécu la chose, c'est compliqué de le concevoir en fait. C'est ça. Donc comment veux-tu guérir quelque chose où, oui, t'as les connaissances scientifiques, t'as la rationalité, t'as les termes, mais t'as pas le vécu, et donc forcément, c'est compliqué d'avoir une approche adaptée. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis complètement d'accord avec toi. D'ailleurs, j'ai vécu la même chose. Ok. Enfin, c'est en clinique, enfin non, pas juste la même chose Ouais. en mode tu t'appelles comment toi ? Ouais. Sauf que moi, ça m'a un peu plus vexée parce que ça faisait 2 mois qu'il me suivait. Ah ouais ? En fait, j'étais en clinique et il connaissait pas vraiment mon prénom, tu vois. Ok. Et pourtant, je le voyais tous les jours. C'était des petites séances de 15 minutes, tu vois, son psychiatre tous les jours, 15 minutes. Ok. Et voilà, ce monsieur ne se rappelait pas de mon prénom. Après, j'étais vraiment très discrète et je lui mentais dans tous les cas, tout le temps. Donc, après, Oui, mais je me dirais, c'est pas grave. Mais dans tous les cas, tu restes quand même une patiente, tu vois ce Mais que oui, je veux dire ? mais du coup, j'ai ressenti aussi ce truc d'être juste une parmi tant d'autres et qu'on ne se consacrait pas pleinement ou qu'on prenait pas en compte vraiment mon mal-être, tu vois. Ok, et est-ce que t'avais des infirmières du coup qui te suivaient ? Pareil, Ouais, je sais. très En dépersonnalisé. fait, j'avais des infirmières qui venaient, surtout au moment des repas, pour demander comment t'allais. Et moi, le moment des repas, c'était le moment genre, le plus critique, le plus difficile, parce que je pratiquais plein de tourments, de trucs dont je vais pas parler. Mais bref, pour moi, c'était vraiment un moment de stress, genre le pire moment pour venir me voir. Donc elle venait, moi j'avais qu'une envie, c'était qu'elle parte. Tu me disais ça va ? Je disais ouais, et puis c'est tout. C'était la seule interaction que j'avais avec les personnels soignants. Donc pour te dire à quel point j'étais dans un désert médical, genre de malade, en fait, j'avais jamais été aussi seule de ma vie. Est-ce que toi aussi t'es d'accord que la plupart des personnes qui sont entourées, enfin en gros, la plupart des personnes qui souffrent de troubles alimentaires font tout leur possible pour faire comprendre à quel point c'est difficile et à quel point c'est une torture de vivre ça, que c'est pas qu'une question de volonté, que c'est bien plus complexe. Donc l'entourage de ces personnes va commencer à vraiment comprendre ça au fond de leur trip. Mais j'ai l'impression que la plupart des personnes qui n'ont jamais souffert de troubles ou qui n'ont jamais été exposées aux troubles vont certes dire, en gros, pour le paraître, oui c'est une maladie mentale, oui c'est pas leur faute, etc. Mais concrètement, est-ce que dans leur cerveau, au plus profond d'eux-mêmes, ils pensent réellement que ce n'est pas de leur faute ? Est-ce qu'ils pensent réellement que c'est une maladie mentale, tu vois ? Je vois ce que tu veux dire. Je pense que... Est-ce que tu sens aussi ce petit truc ? Moi, je fais le parallèle par rapport à la clinique et aux parents. Parce que les parents, c'est quand même ceux qui sont touchés au premier abord. Et en gros, je sais que dans la clinique, ce qui est très bien peut-être, ils ont fait une séance avec les parents pour expliquer en fait ce que c'est. Et je sais que mon père, il m'a dit que ça l'avait fait vraiment comprendre plus ce que c'était, parce que c'est vrai que il a eu du mal à comprendre. Maintenant, je pense que tu peux comprendre encore une fois un peu les termes scientifiques, enfin tu sais, oui ok c'est ça, mais pas comprendre le fond. Ils le savent et ils se forcent à se le rappeler sur les moments de crise, mais pour autant quand on est en panique ou quand ils sont démunis face à notre souffrance, parfois ça prend le dessus et c'est là qu'il y a des réflexions un peu déplacées ou qui peuvent blesser. Je dirige vers la fin parce que je pense qu'on a quand même beaucoup parlé. Je pense qu'on a beaucoup parlé, mais de toute façon c'était nécessaire et intéressant, je trouve. Ouais, enfin, grave. En tout cas, moi ça m'a intéressé. Ouais, mais d'où mais franchement ça aurait... Ouais, grave. Mais ça aurait pu continuer pendant tellement plus longtemps. Genre. Mais du coup... Quelle est la longueur qui vous intéresse en termes de podcast ? Grave. Parce que je pense que on peut très bien durer très longtemps. Ah ouais, vraiment, on peut faire une après-midi de podcast. Ah oui, carrément. Mais du coup, là, c'est cool parce qu'on a vraiment parlé en mode plus la guérison, trouble du comportement alimentaire, genre vraiment axé sur la maladie en tant que telle. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, on aimerait grave aborder des thèmes en mode plus sur, par exemple, la vie après. C'est donc, ça. Tout ce qui est amitié, amour, sexualité, plein de choses. On a plein de petites idées. Genre, on voudrait vraiment faire de cette place, de cet endroit avec plein de petites plantes. Je vous ai sorti toutes les plantes de l'appartement. Dites-lui que c'est beau. Une petite ambiance. Même des petits détails cachés, si vous remarquez. Ouais, grave. Celui qui trouve, il gagne un petit... voilà. Une pub. Un petit shout-out. shout-out. On dirait les gens qui font des lives, s'il te plaît. Ouais, grave. Mais alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, on voudrait vraiment faire une petite safe place en mode discussion entre copines. On parle certes de sujets extrêmement sérieux, mais pour autant on y apporte une touche de positivité parce qu'on veut vous montrer que vous n'êtes pas condamné à souffrir toute votre vie. Clairement. Et que la guérison est possible. Voilà. Vraiment. Et vraiment possible. Nous incarnons. Voilà, c'est ça. L'incarnation. Non, et mais puis qu'on apporte un peu de petites joies et puis qu'on vous donne un peu de l'espoir et peut-être une idée aussi de nos vies en dehors des troubles. Ouais. Comment on a fait pour évoluer. Quelle est la suite en fait ? Parce que souvent, quand on est malade, on est là en mode mais notre vie tourne autour du trouble. Et justement, on va pas vous faire rester encore dans le trouble avec ce podcast en parlant que de troubles. Non. On veut vous montrer qu'il n'y a pas que ça et que au final, enfin, je sais pas toi, mais aujourd'hui, je me définis tellement plus par ça. Pareil. Tu vois, oui, ça fait partie de mon passé et oui, j'en parle parce que c'est important pour moi d'aider les autres à s'en sortir. Ouais. Mais
Enfin, ma vie, c'est tellement plus de choses C'est ça. que ça, quoi. Enfin, Et j'aurais jamais pensé, je sais pas toi, mais Ouais, atteindre jamais. ce stade, parce qu'au contraire, moi avant, si je n'étais pas ça, et si on pensait que je ne l'étais plus ou quoi, fallait que soit je le redise, soit que je le reprouve en essayant grave. de reperdre du poids, etc. Parce que j'en avais fait vraiment toute ma personnalité et j'avais l'impression d'être rien sans la maladie. Alors que là, au contraire, c'est plutôt un truc, tu sais, comme mes petites casseroles derrière la voiture, tu vois. ouais, Je sais ouais. pas si c'est ça l'expression. T'inquiète, je... Non, c'est mes cadavres dans le placard. Enfin, je sais plus. Mais bref. Alors, je ne connais pas. Cette expression un peu bizarre. Moi, quand j'avais été malade, ce que j'aurais aimé regarder, ce que j'aurais aimé regarder pour satisfaire mon trouble, ça aurait été des trucs en mode technique, qu'est-ce que je faisais quand j'étais malade, pour toujours me ressourcer, me rendre encore plus malade que je ne l'étais pour l'esprit de compétition. Là, on va peut-être vous déplaire parce que peut-être qu'on ne parlera pas aussi profondément de sujets qui vous intéressent mais qui intéressent en fait la maladie et pas vous. Je sais même pas où je regarde, c'est où qu'on doit regarder parce que c'est la caméra, enfin c'est l'objectif quoi. Mais t'inquiète, de toute façon, comme c'est loin, ils verront pas. Ils me verront pas loucher comme ça. Mais ouais, nous on va pas satisfaire votre trouble, on va satisfaire la partie de vous-même. De vous-même, de ouf. Qui reste. Et comme ça, moi je sais que pendant ma guérison je me sentais tellement seule, j'allais à la Fnac, je regardais tous les livres sur l'anorexie et à chaque fois c'était en mode des trucs sur avec un poids ou avec en mode qui racontaient leur histoire mais dans les détails et du coup hyper trigger. Jonathan souffre d'anorexie depuis 4 ans. Il fait tous ses repas. Non là j'ai donné des idées. Je m'étais mais bref. Mais voilà, j'ai lu les mêmes trucs. Et du coup, je me sentais hyper seule même dans mes ressentis, dans mes pensées et tout et donc là c'est vraiment l'idée de vous dire mais les gars vous êtes pas seuls. Tu passes d'un désert émotionnel, genre d'une vie centrée autour d'un trouble, à une vie. Donc en fait forcément il n'y a pas que du positif. Oui, forcément tu retrouves tes émotions donc il n'y a pas que la joie. Il y a aussi la tristesse. Mais en fait tu vis et c'est ça qui est beau et qui est magnifique et que grave. Au final on n'a plus quand on est malade. Ouais, et en fait on s'en rend pas compte, moi je me souviens que ça m'horripilait quand on me disait non mais tu sais, tu vis pas, c'est ta maladie qui parle. Je détestais qu'on me disait que ce soit ma maladie qui parle et pas moi. Je suis consciente de ce que je fais. Voilà. Je sais ce que je fais. Oui, je m'amuse. Oui, je sors. Oui, j'ai des amis. Oui. Et en fait, aujourd'hui, je me dis, en fait, c'est fou parce que non, en fait. Et c'est tellement la maladie qui parlait. Et en fait, j'étais persuadée que non. Et avec du recul, je me dis, bah en fait, c'est fou, hein. Moi aussi, je le prenais mal quand je le disais. Ah ouais? Je disais, mais vous me prenez pour une folle ou quoi? J'ai conscience de ce que je dis, de ce que je fais. Ouais. C'est pas la maladie, c'est moi qui est comme ça. Clairement. Mais de toute façon, on va traiter tous ces sujets. Ouais. N'hésitez pas en commentaire ou même par message à nous poser des questions en vrai aussi. à nous faire votre retour. Ouais. Quel sujet vous aimeriez qu'on aborde? Est-ce que vous aimeriez qu'on... déjà, est-ce que le concept vous plaît? Qu'est-ce qui vous aide? Et puis peut-être même pas pourquoi faire un jour un petit concept en mode questions-réponses. Clairement. Vous inclure. Et pas que des questions sur notre poids et notre alimentation à l'époque. Parce que non, on a plein d'autres choses à dire. Je pense qu'on est des personnes suffisamment bavardes pour parler d'autres sujets. Si vous étiez là au bar l'autre soir quand on parlait, on a vraiment plein de choses à dire. Oui. Mais et pareil, toujours dans un cadre bienveillant. Bien sûr. Vous pouvez nous faire confiance sur ce point. Enfin, de toute façon, l'erreur est humaine. Peut-être qu'un jour on blessera quelqu'un par des mots, mais ce sera jamais volontaire. Et voilà, on fera toujours attention à ça. On va essayer de poster un épisode toutes les semaines. Des gros bisous. On vous fait des bisous. Prenez soin de vous et abonnez-vous. Lucie a un compte aussi sur Instagram où elle partage toute sa petite vie, son petit Insta, TikTok, c'est... Je me suis un peu dirigée vers du lifestyle là dernièrement. Parce qu'au final, c'est ce qui me correspond le plus dans ma situation actuelle. Et Blandine aussi a sa propre chaîne YouTube. Donc elle fait des petits concepts vraiment très très sympas. Je vous conseille d'aller voir. Puis aussi pareil, Instagram, TikTok et tout. Donc on mettra tout ça. Et on va faire aussi un compte Instagram pour en commun pour ce podcast, etc. Pour vous tenir un peu au jus. Et voilà. Trop cool. J'ai trop hâte. Bisous. J'avais envie de daber à la fin, mais c'est vraiment très gênant quoi. Je pensais que je dabe souvent. Mais moi aussi, mais c'est quand je suis